Fanny Griesmer, fidèle au poste pour cette pause café. Je remarque d'ailleurs que vous n'avez jamais un café avec vous. Vous buvez pas de café? Non, je le bois avant. Vous le buvez avant, elle est comme ça, Fanny. Un mot intéressant, et plusieurs d'ailleurs, sur ce jargon du bureau. Quand on est journaliste et qu'on croise des univers différents et qu'on plonge dans des univers, on découvre un jargon. Alors, le ministère de la Défense, l'informatique, l'avocature, tous ces mots... L'informatique... L'informatique, c'est incompréhensible, les jargons d'informaticiens. Pourquoi avoir voulu en parler et pourquoi c'est important ce jargon et pourquoi c'est dangereux? En fait, déjà, vous savez que mon amour pour les mots, mon cher Arnaud. Voilà, moi, ce que je me suis penchée sur une question, c'est l'art de la métaphore. Pourquoi on va chercher des images dans du vocabulaire qui est souvent un petit peu dur. La métaphore, vous le savez, c'est cette figure de style qui permet de traduire le réel sous forme d'image en opérant une substitution analogique. Et là, on n'a pas forcément l'élément qui opère la comparaison. Donc, c'est plutôt subtil. Le jargon de bureau en regorge de ces métaphores. Le discours managérial aussi. On ne dit pas que le manager est à l'entreprise, que le coach est à son équipe. Par exemple, vocabulaire martial, on va parler de conquête de marché, de guerre des prix, de cible, quand on parle du client. Ça, c'est la réunion face aux commerciaux, quoi. Exactement. Ouais. Mais en fait, ça permet de se projeter et en fait, de donner une image. C'est aussi l'image du challenge, inviter le collaborateur à se dépasser. Alors, pourquoi on utilise des métaphores ? Il y a le contexte littéraire, c'est une chose, mais quand on en parle dans son discours, ça a de nombreux atouts. On dit bien qu'une image vaut 1000 mots, donc pour faire très simple, voilà, c'est simple, clair, efficace. Vous pouvez engager vos équipes. Puis bon, l'avantage, c'est quand même que ça engage sur un même langage. Donc l'idée, c'est qu'on parle exactement cette novlangue, qu'on la partage et qu'on connaisse bien toutes ces images pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, pour ne pas rester 2 heures sur ce plateau, parce qu'évidemment, on pourrait prendre le dictionnaire. Alors, vous avez sélectionné 3 expressions. Non, c'est vrai qu'il y a... Là, j'ai on a beaucoup ri de la ligne de crête. La ligne de crête, vous vous rappelez? Ah oui, élément de langage. C'est une belle métaphore, oui. effectivement. Du gouvernement, d'ailleurs. Exactement. Sinon, dans la novlangue, on en reparlera. Il y a tous ces anglicismes qui peuvent aussi un petit peu agacer certains d'entre nous. Non, j'ai choisi 3 expressions. La résilience, expression à la mode, la fameuse résilience. Boris Cyrulnik. Mais oui, alors à la base, c'est pas du tout dans la psychologie. À la base, on est plutôt du côté de la physique et de la mécanique. C'est la résistance d'un matériau au choc, sa capacité à reprendre sa forme initiale. Alors c'est vrai que ça a été adapté par la suite, là c'est plutôt sur les années 40, 50, à la psychologie, et popularisé plutôt récemment par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, la résilience qui se traduit par la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques telles que le deuil, une agression ou encore la maladie. Le Covid, c'est un choc traumatique, c'est un choc sanitaire, psychologique, économique. Ça marche. Voilà, ce qui explique aussi la fulgurante ascension sémantique du concept résilience ces derniers mois. D'ailleurs, il a été employé le terme par Emmanuel Macron lors de ses allocutions, lors du premier. Mais c'est un mot un peu usé quand même. Exactement. C'est usé. Alors, on va parler aujourd'hui d'entreprises résilientes, ces entreprises qui réussissent à surmonter l'épreuve, à s'adapter, à composer envers et contre tout, à trouver des solutions face à cette situation inédite qui s'impose à elles. Et le Covid a poussé finalement un peu tout le monde à avoir un vocabulaire très médical. Nous voilà partis dans la molécule. C'est vrai que dans l'économie, en plus, on parle beaucoup de médical. La molécule, oui, l'ADN. C'est aussi une expression très à la mode, métaphore biologique. Avant Covid, il faut le dire. Mais... Bien avant Covid. On parle d'ADN d'une entreprise ou plus généralement d'une organisation, plus encore dans le secteur du marketing. L'innovation est dans notre ADN, l'écoute est dans notre ADN. Dans le concret, ou presque, alors l'ADN signifie acide désoxyribonucléique. Oh là là. Voilà, et ça constitue la molécule support de l'information génétique héréditaire. On est donc très loin du domaine de l'entreprise, et pourtant on utilise cette expression ça veut bien dire ADN. Ce que ça veut dire. Et appliqué à l'entreprise, ça désigne ces caractéristiques immuables présentes en elle depuis son origine et qui la décrivent au mieux, autant d'éléments qui sont censés être à la source de sa différence bien sûr par rapport à ses concurrentes. L'ADN, c'est aussi à la base de la culture de l'entreprise, culture qui doit être partagée par tous les collaborateurs, reconnus par l'ensemble d'entre eux et qui se transmettent aussi aux
nouveau venu, d'où le caractère héréditaire. Alors on passe de l'ADN, mais c'est pas loin, de la chimie aux maths. Aux mathématiques, à l'algèbre même. Le N+1, Eh oui. vous en avez tous, vous, dans l'entreprise. Délicieuse Mon N+1. équation. Bah oui, J'ai rendez-vous avec mon on N+1. l'emploie tous, hein, expression donc mathématique. Le N, dans la suite mathématique, c'est le rang, le niveau d'un terme. Donc N+1, c'est le rang supérieur. Donc en entreprise, eh bien c'est pareil. Je suis N, mon supérieur, c'est le N+1. On peut en avoir combien des N au-dessus de sa tête? On peut en avoir plusieurs. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Donc bah oui, parce que le N+1 de mon N+1, c'est Et lui-même, hein. le N+2. Eh oui, et donc oui. on peut arriver jusqu'à N+10, N+15, quoi, avant de toucher le patron. Mais vous avez les moins aussi. Et les moins. Le N-1, c'est votre subordonné. Eh oui. Bon, cette expression rapporte la position de l'humain au sein de l'entreprise sur l'échelle hiérarchique et par extension désigne les rapports entre les uns et les autres, non pas en fonction du poste, mais bien en fonction de leur position. En utilisant ces N+1, N-1, on considère la hiérarchie comme verticale, un peu comme une pyramide, plusieurs échelons, une chaîne hiérarchique qu'il faut respecter absolument. Ah oui. Pour preuve, si vous vous référez directement à votre N+2 sans passer par votre N+1, Oh là là. eh bien on parle de court-circuitage. Pan, Là, pan, on cucu. bascule carrément dans le domaine de l'électronique. Et là, ça peut faire des étincelles, je peux vous le dire. Court-circuitage, bug, parce qu'on peut en enchaîner. Bug également. Et même parfois engueulade. Et là, c'est pas un mot anglais. Non, non, non. On est d'accord. Et vous parliez de l'informatique, hein. On parle de bureau sur, par exemple, Mais oui, l'interface. exactement. La corbeille. La corbeille. Oui, c'est une On essaye de rapprocher Oui, sur du l'informatique à concret. l'humain. En fait, généralement, c'est ça la métaphore. C'est donner une image peut-être un petit peu plus concrète, parlante, perceptible à quelque chose d'assez abstrait. Et les organisations sont faites de choses abstraites. L'ADN de Smart Job, bah, c'est le débat aussi, hein, pour Aussi, reprendre. effectivement. Et évidemment, c'est le débat. On fait une courte pause, on s'intéresse aux étudiants. On en a beaucoup parlé, on a voulu en parler de ces étudiants qui sont pas encore sur le marché du travail, qui, depuis la crise Covid, sont en galère. On a parlé de la génération sacrifiée. Ils sont touchés dans leur job, touchés, je dirais même dans leur capacité à se nourrir chaque jour, touchés psychologiquement. Certains se sont isolés dans leur chambre d'étudiants. C'est la galère. On en parle avec des associations, justement, qui leur viennent en aide. C'est tout de suite, enfin, en tout cas après cette courte pause. À tout de suite.